À nous la grâce, à lui les actions des grâces, mesdames, messieurs, merci et surtout bienvenue dans votre magazine Buzz. C'est magazine de débat, d'analyse. Alors aujourd'hui, spécialement, nous avons sur ce plateau Maître Godefroy Ilunga. Il est l'habitué, notre consultant de tous les jours. Il fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Bonjour, cher Dani. Encore une fois, comme vous dites, c'est déjà une habitude. Et je ne suis plus à présenter auprès de nos téléspectateurs, que je salue en passant. J'aurais bien aimé que cette émission, nous puissions la faire avec mes estimés confrères qui autrefois avaient soulevé la question des immunités de l'ancien président de la République ou des anciens présidents de la République élus. Mais bon, malheureusement, il s'est fait qu'ils ne sont pas là. Nous allons donc nous contenter de nous acquitter donc de notre devoir, qui est celui d'éclairer l'opinion. Alors, vous l'avez déjà dit, la levée des immunités des anciens présidents de la République, mais je voudrais bien, avant cela, il y a également un débat autour des poursuites engagées contre le ministre Constant Mutamba. Jusqu'ici, maître, comment, je sais qu'avec votre casquette d'avocat, les dossiers sont encore en instruction. Comment vous trouvez la démarche? Quelles sont les leçons à tirer en tant que juriste jusqu'ici? Merci bien. Je crois que l'autre fois, nous en avions un peu parlé. Bon, nous avions effleuré la question lorsque nous disions que, parlant de la lettre de récusation, vous vous souvenez, j'avais dit que pour moi, pour ma part, l'instruction était en phase d'être clôturée. Et heureusement, quand je suis arrivé, j'ai vu dans les réseaux sociaux une lettre attribuée au cabinet du procureur général, faisant savoir au ministre que pour ce qui le concernait, l'instruction était terminée. Donc, il n'y avait plus aucun devoir. Et d'ailleurs, c'est ça la logique des choses, c'est que quand le procureur général trouve que les faits sont établis, qu'il est en mesure de soutenir l'accusation, qu'ils sont établis, qu'il a des preuves et tout ça, il saisit l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale plutôt, de sa requête, d'un autre réquisitoire, enfin cette fois-ci des poursuites. Des poursuites et de levée des immunités. Bon, beaucoup de gens disent que il ne s'agit pas de la levée des immunités, mais c'est pour moi, il s'agit de la levée des immunités. De Mutamba. Parce que, oui, les immunités, il y en a de deux sortes, des immunités pénales. Il y a les immunités, bon, d'abord dans la grande classification, c'est qu'il y a des immunités de poursuite et les immunités d'exécution. Mais dans les immunités de poursuite, il y en a également de deux sortes. Il y a les immunités qui sont, je peux dire des immunités proprement dites. C'est l'immunité de fond qui s'attache au droit pénal du fond. Et là, ces immunités sont liées à la responsabilité pénale. Celui qui bénéficie de ces immunités, il est irresponsable pénalement. Ce qui fait que même s'il arrive à quitter les fonctions qui ont fait qu'il puisse bénéficier de ces immunités, eh bien, on ne saura pas le poursuivre pour les faits qui sont couverts par ces immunités. C'est le cas des députés nationaux. Vous voyez, lorsque vous lisez l'article 107 de la Constitution, au premier alinéa, il est question des immunités de fond. Mais il y a des immunités de procédure. Les immunités de procédure, c'est tous les obstacles. Tout ce qu'il y a comme obstacle à l'exercice des poursuites à l'égard de X ou Y, et cela en vertu de leur qualité officielle. Maître, notre magazine a également un caractère pédagogique. Il y a beaucoup des étudiants qui nous suivent et vous apprécient beaucoup. Maintenant, il y a une précision que je voudrais que vous puissiez prélever. Les délais, parce que la lettre de Constant Mutamba, apparemment, n'a pas respecté les délais ou n'avait pas sa raison d'être. Bon, c'est pas qu'elle n'a pas respecté le délai. D'abord, pour ce qui est de
la décision... Parce que vous l'avez dit que la réaction du procureur était que l'instruction avait déjà pris. Pourquoi ça? Parce que lorsque vous lisez, je crois bien, l'article 59 de la loi organique relative à l'organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire, on dit que toute personne peut récuser, non pas récuser plutôt, demander qu'un magistrat du parquet chargé de l'instruction de son affaire soit déchargé par son supérieur hiérarchique. Donc, vous voyez que c'est le magistrat. Les débats des concepts, des charges. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ce n'est pas la récusation. On peut récuser un magistrat du ministère public. Le ministère public peut être récusé, mais seulement en matière civile lorsqu'il intervient par voie d'avis. Vous voyez, lorsqu'on est devant la juridiction, les parties plaident, c'est une affaire privée, les parties plaident, ensuite on passe la parole au ministère public pour émettre son avis. Alors si j'estime que le ministère public est parent à la partie adverse ou qu'il a des liens d'amitié et ainsi de suite, là je peux dire pas question que lui puisse émettre son avis. Pourquoi? Parce que il doit être neutre. Il doit être neutre. Mais lorsque le ministère public se trouve à la barre, n'est-ce pas, du tribunal, là, il ne lui est pas demandé d'être neutre. Il soutient l'accusation, tout comme il peut ne pas soutenir l'accusation. Donc, il est parti au procès. Vous n'allez pas interdire à une partie, dire que cette partie soit neutre. Donc, vous voyez pourquoi, quelle est la ratio legis de ça. Mais lorsque le magistrat instruit le dossier, là, il est obligé d'être neutre. Donc, c'est-à-dire d'être assez objectif. Qui doit apprécier, c'est la question aussi. C'est l'inculpé ou... Vous voyez, vous savez que cette personne quand je dépose ma lettre de décharge ou de récusation, qui apprécie? Il y a des cas, d'abord il y a des cas qui sont prévus dans lesquels on peut récuser un magistrat. Un juge d'abord. Ces cas sont limitativement énumérés. Vous devez prouver que ces juges que vous voulez récuser se trouvent dans l'un de ces cas. On comprend. Donc, soit qu'il est parent, en ligne directe ou en ligne collatérale, jusque, je crois, au 3e degré, c'est ce qui est prévu. Il a des liens d'amitié avec une des parties, ou bien il a des liens d'inimitié, ainsi de suite. Donc, lorsque je trouve qu'il est dans ces cas-là, j'ai saisi la juridiction. Et la juridiction, c'est elle qui doit... On va composer, on va composer une chambre qui va statuer sur les griefs que j'articule contre le magistrat. Et le magistrat mis en cause aura aussi le temps de se défendre. Alors, si la juridiction trouve que mes griefs sont fondés, on va prononcer la récusation et puis on va le débarquer. Mais le magistrat lui-même, s'il estime qu'il est dans l'un de ces cas-là, il peut se déporter. Donc, vous voyez là, ce n'est pas la récusation. Le magistrat se déporte. Là, on parle du déport. Mais lorsque nous sommes maintenant au parquet, en matière pénale, on ne récuse pas le magistrat du parquet. On demande plutôt à son supérieur hiérarchique. Parce que tous les dossiers sont des dossiers du procureur. Ce n'est pas le cas avec Moutamba. On demande, oui, c'est pourquoi j'avais dit que la démarche de Moutamba n'était pas efficace. Elle n'était pas efficace, pourquoi? Parce que de un, il n'y a pas un supérieur hiérarchique au procureur général pour les décharger. Et de deux, il demande la décharge aussi bien du procureur général que de tous les magistrats sous ses ordres. Mais c'est un avocat. Qui sont les magistrats qui sont sous ses ordres? C'est des magistrats de tous les parquets près les juridictions de l'ordre judiciaire. Donc, c'est-à-dire que en face de lui, il n'aura plus personne pour instruire son affaire. C'est un avocat, il ne maîtrise pas toutes ces notions. Ou bien c'était une démarche politique? C'est une démarche. L'action est toujours politique. Lorsque
vous trouvez que vous pouvez vous accrocher à un moyen pour la défense de vos intérêts, vous pouvez le faire, ce n'est pas un problème. Mais cela ne signifie pas forcément que vous aurez raison. Et puis ce que j'allais dire, enfin, parce que vous avez posé la question du délai. Oui. Il n'y a pas un délai en ce moment-là. Mais le problème, c'est que ça doit être en cours d'instruction. Parce que vous demandez que le magistrat qui pose des actes d'instruction soit déchargé et remplacé par un autre. Mais si l'instruction est déjà finie, ça n'a pas... on va les décharger comment? Parce que son travail est déjà fini, il a déjà clôturé, le dossier est en phase d'être envoyé en fixation devant la juridiction. Peut-être pour une précision, est-ce qu'on ne notifie pas à la... Bon, est-ce qu'on peut dire l'accusé ou l'inculpé la fin de l'instruction? La fin de l'instruction, bon, pas forcément, on ne notifie pas, mais bon, on peut, si l'intéressé demande, on peut lui fournir l'information de l'évolution de son dossier. Puisque cette étape est passée déjà, après l'instruction, on termine par là, on prend la question principale. La lettre est partie pour la demande des poursuites. Est-ce que, on ne veut pas entrer en fond, je voudrais du point de vue forme, est-ce que la procédure a été respectée? Parce qu'on a senti une rapidité impossible. Bon, je ne sais pas, dans ce pays, c'est comme si les gens veulent une chose et son contraire. C'est-à-dire quoi, maître? Lorsque nous sommes en matière pénale, c'est l'une des matières qui requiert célérité. Ok. Parce que les droits des personnes sont en cause. Vous savez que, comme le dossier est en instruction là, on pouvait ordonner la mise en détention préventive du ministre. Ok. Ça c'était bon, mais la loi dit que c'est la Cour de cassation qui peut décider, encore que celle-ci doit être remplacée par l'assignation à résidence surveillée. Mais si vous êtes assigné à résidence surveillée, vous aurez intérêt que l'affaire aille vite ou bien qu'elle puisse être retardée. Donc, je crois que c'est ça, la philosophie du procès pénal, c'est la célérité, c'est la rapidité. Mais seulement, bon, puisque pour des raisons parfois politiques, on commence à comparer tel dossier à tel autre, ainsi de suite. Bon, vous ne pouvez pas... encore qu'il n'y a pas un critère. Lorsque nous sommes en matière préjuridictionnelle, la phase préjuridictionnelle, c'est-à-dire la phase avant le procès pénal proprement dit devant la juridiction, c'est le magistrat instructeur qui dicte les devoirs d'instruction. Une affaire peut être beaucoup plus complexe qu'une autre. Alors, il ne sera pas obligé de faire comme si il suit les... Encore que ce ne sont pas les mêmes magistrats, lorsque vous êtes au parquet, qui instruisent le dossier. Moi, je peux confier... Bon, les chefs de l'office, c'est comme ça qu'on les appelle. Au tribunal, ce sont des chefs de juridiction. Au parquet, ce sont des chefs d'office. Donc, les chefs de l'office peut confier un dossier à tel magistrat qui est beaucoup plus diligent et plus rapide, alors que l'autre est confié à un autre qui est un peu lent. Alors, comment est-ce que vous allez apprécier comment ces deux magistrats-là ont travaillé? On a compris. C'est un problème. Mais peut-être même la dernière question pour passer à la question principale. Mais à ce moment, qu'est-ce qui se passe? L'autorisation a été donnée, des poursuites. On attend l'étape. Bon, c'est simple. Vous pouvez lire l'article 166 de la Constitution. Je crois que vous avez 166. Vous allez voir les derniers, parce qu'il s'agit des membres du gouvernement. 100 combien? 166 de la Constitution. Ok, 166. La décision de poursuite, d'abord je suis au deuxième alinéa. La décision de poursuite ainsi que la mise en accusation des membres du gouvernement sont votées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale
suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Ok. Les membres, le dernier alinéa, les membres du gouvernement mis en accusation présentent leur démission. Donc, ça dit que dès que vous êtes mis en accusation, la phase suivante, c'est que vous présentez votre démission. Vous devenez démissionnaire. Ah, ok. Donc, et il n'y a pas de délai, je ne sais pas ce que dit la loi organique. Bon, j'apprends qu'il y a 48 heures, quelque chose comme ça, bon, après l'autorisation des poursuites. Je crois que le délai doit être dans la loi organique. Bon, donc, il faut vérifier, et si, je crois que ça doit être au ça. cas où Moutamba ne démissionne pas, on fait quoi? Au cas où il ne démissionne pas, non, mais il est tenu de démissionner. Il est tenu parce que c'est la Constitution. On sait comment les choses se passent au Congo. Au cas où il s'est dit... Mais bon, s'il ne présente pas sa démission, bon, on peut le démettre. Ce n'est pas un problème. Oh. On peut toujours le démettre. Une façon de l'humilier? Non, bon, pas de l'humilier, mais c'est ça la Constitution. Tous on est obligé de déférer à la Constitution. La leçon à tirer dans tout ça? La leçon à tirer, bon, si j'étais trop politique, je dirais que, bon, si on était dans une démarche politique, c'est que si moi j'étais ministre de la Justice et que j'étais placé dans les mêmes conditions que son Excellence Moutamba, je crois que je tirerais une leçon d'humilité. D'humilité et des bons rapports avec tous les autres animateurs d'autres institutions. Okay. Ce sont des institutions de l'État qui font fonctionner l'État. C'est comme le corps humain. Le corps a une tête, il a des yeux, il a un nez, il a des oreilles. Chaque partie du corps a un travail, une fonction à accomplir dans le corps. Ok. Mais si ces corps-là, si ces parties du corps ne fonctionnaient pas de manière harmonieuse, vous voyez que nous aurons affaire à un monstre. C'est pour cela que vous êtes ministre de la Justice. Vous savez, le ministre de la Justice dans notre pays n'a pas beaucoup de pouvoir. Beaucoup de gens, parfois, disent, mais vous êtes ministre de la Justice, il faut arrêter tel, il faut... Ce n'est pas ça le travail du ministre de la Justice. Ce n'est pas d'arrêter, c'est à la limite de donner injonction au procureur général d'ouvrir une instruction. Mais une fois l'instruction ouverte, le procureur demeure tout à fait libre. Donc, vous voyez, si vous voulez agir sur la justice, vous devez avoir un certain leadership assez fort. Et le leadership, ce n'est pas une dictature, c'est tout simplement d'amener les autres à comprendre le sens, n'est-ce pas, dans lequel vous voulez les mener. Okay. Je crois que le ministre Moutamba avait eu une occasion, n'est-ce pas, sur un plateau d'or, pour, n'est-ce pas, arranger et mettre la justice sur les rails dans notre pays. Alors. Mais malheureusement, les relations humaines n'ont pas été bien exploitées. Et c'est pour cela que nous arrivons à ceci. Je crois que dans notre pays, ce n'est pas la première fois qu'on assiste, n'est-ce pas, à des expériences comme celle-ci, d'un procureur général poursuivant le ministre de la Justice. Donc, voyez-vous, c'est des choses qui sont arrivées, mais parfois, seulement parce qu'on n'a pas bien géré les choses. Donc, je crois quand il y avait le premier couac entre les ministres ainsi que les magistrats, nous avions eu ici, sur votre plateau, une émission au cours de laquelle nous avions dit qu'il fallait que les uns et les autres mettent un peu d'eau dans leur vin. Okay. Parce qu'ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Mais malheureusement, bon, voilà où nous en sommes. Ce que nous étions en train de craindre, c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc voilà un peu ce que je peux dire. On prend notre question sur la levée des immunités des anciens présidents de la République. Les cas Joseph Kabila Kabange.
Alors, c'est quoi la procédure, maître? La procédure, d'abord j'aimerais un peu revenir, résumer un peu les cas dans lesquels d'abord le président de la République peut être poursuivi. Oui. Lorsqu'il est en fonction d'abord. Lorsqu'il est en fonction, il y a des infractions qui sont dites politiques, qui sont prévues à l'article 164 de la Constitution. Pour ces infractions-là, le président de la République ou le Premier ministre peuvent être poursuivis devant la Cour constitutionnelle. Et là, la procédure, c'est que c'est le Congrès, le procureur général saisit le Congrès, lui adressant un réquisitoire en fin d'instruction, comme on l'a vu là, et puis ensuite, en fin de poursuite. Là, c'est quand il est encore en fonction qu'il faut... Lorsqu'il est en fonction. Faire appel au Congrès. Pour des infractions... On fait appel au Congrès, maître, lorsque le président est en fonction. Lorsqu'il est en fonction, vous voulez le poursuivre pour des infractions de fonction, vous devez obtenir d'abord l'autorisation, la double autorisation du Congrès. OK. Et puis ensuite, il y a des infractions maintenant que le président commet qui n'ont aucun rapport avec ses fonctions. Donc des infractions qui sont commises en dehors des fonctions. Non politiques. Parmi les infractions de fonctions, il y a des infractions politiques des infractions et des politiques. infractions de droit commun, des droits communs, c'est-à-dire non politiques, mais qui sont liées aux fonctions, qui sont commises dans les fonctions ou à l'occasion des fonctions. Donc, pour ces infractions, la procédure, c'est celle que je viens d'indiquer. OK. Mais il y a des infractions qui sont qui n'ont aucun lien avec les fonctions. Il s'agit de quelles infractions? Ce sont les infractions qui sont commises par le président de la République avant d'entrer en fonction. Avant? OK. Il peut, avant d'entrer en fonction, avoir commis des infractions, mais comme il est en fonction, on ne saura pas le poursuivre. On ne saura pas le poursuivre. Et il y a aussi d'autres infractions qui sont commises par lui, mais en dehors de ses fonctions, qui n'ont aucun rapport avec les fonctions. Donc, ce sont des infractions commises en dehors des fonctions. Pour ces infractions, lorsque vous lisez l'article 167 de la Constitution, la Constitution dit que les poursuites seront suspendues. Les poursuites contre le président de la République seront suspendues en même temps que la prescription. Pourquoi? Parce que la prescription, c'est quoi? La prescription, c'est un mécanisme ou un moyen par lequel l'action publique ne sait plus être exercée. L'action publique née d'une infraction ne sait plus être exercée par le fait, n'est-ce pas, de l'écoulement d'un certain délai qui est prévu par la loi. Donc c'est la loi de l'oubli. On estime que au-delà de ces délais-là, les preuves peuvent s'émousser, parfois même la mémoire de l'infraction. L'infraction ne choque pas autant que quand elle vient d'être commise. Donc c'est pourquoi on prescrit que au-delà d'un certain délai, on puisse oublier. C'est le délai de prescription. Mais lorsque vous êtes dans les fonctions, si vous commettez une infraction qui se prescrit par 3 ans, or votre mandat est de 5 ans. C'est-à-dire que si la prescription jouait son rôle, 3 ans après, on ne saura plus vous poursuivre. C'est pourquoi, comme ce sont les fonctions qui empêchent qu'on vous poursuive, la prescription sera également suspendue parce que les poursuites sont suspendues. C'est bien. Et ne vont reprendre ou être engagées qu'après la fin de votre mandat. Donc, si vous étiez déjà, avant de devenir président de la République, dans une instance judiciaire en train d'être poursuivi, l'instance va également s'arrêter et sera suspendue jusqu'à ce que vous puissiez sortir de vos fonctions. Et en ce moment, l'instance va reprendre
ou bien si les poursuites n'étaient pas engagées, elles seront engagées en ce moment. Maître, avec cette logique, on peut bien comprendre pourquoi Matata Ponyo a été également poursuivi à la Cour constitutionnelle. Oui, bon, pour ça c'est un autre débat. Parce que la logique pour les infractions, pour les cas récents. Oui, bon, la logique c'est que d'abord, il n'y a pas d'impunité. Voilà. Il n'y a pas d'impunité et puis il n'y a personne qui puisse ne pas avoir un juge. Juge naturel, il n'y en a pas. Okay. Alors, bon, les autres ont voulu tirer du fait que les articles 164 et 163 parlaient du Premier ministre ou du Président de la République. Et bon, il ne s'agissait que de ceux en fonction. Mais ce n'était pas ça. Au dossier, pendant les infractions commises après la fonction. Oui, je suis en train de... Voilà, c'est là où nous étions. D'aller à ça. Déjà, vous comprenez que la logique du constituant, parce que c'est le pouvoir des pouvoirs. C'est le pouvoir constituant de tous les pouvoirs. C'est la loi des lois, la Constitution, la loi mère. Déjà, vous comprenez que l'article 167 ici voudrait que rien que, et spécialement pour des raisons de service, on ne poursuive pas le président de la République. Mais lorsque le président sort des fonctions, on les poursuit. On les poursuit. Maintenant, à combien plus forte raison l'ancien président de la République? En effet, qu'est-ce qui est prévu pour l'ancien président de la République? Voilà. Là, vous pouvez prendre la loi du 26 juillet 2018, n'est-ce pas, relative au statut des anciens présidents de la République, aux avantages accordés aux chefs des corps constitués. Vous allez voir, vous pouvez, je ne sais pas si vous avez cette loi-là sur place là, il faut que je puisse, bon, ok, j'en ai. L'article? J'en ai, là, je prends d'abord l'article 7. L'article 7. Pour que vous puissiez voir que cette distinction continue également après les fonctions. L'article 7 dit tout ancien président de la République élu jouit de l'immunité des poursuites pénales pour les actes posés dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ça veut dire que pour tous les actes posés dans l'exercice des fonctions, si on s'en tient à cette loi, on ne vous poursuit que pendant que vous êtes en fonction. Une fois que vous êtes vous devenez ancien président de la République, on ne sait plus vous poursuivre. Ça, c'est déjà contraire à l'article 99, souvenez-vous-en. Et vous avez parlé de l'article 99 de la Constitution, qui disait qu'on pouvait les poursuivre. Et je vous ai parlé également de l'article 83 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, qui renvoyait justement aux articles 163 et 164. Comme pour dire que ces articles pouvaient s'appliquer même après les fonctions. Mais voici une disposition qui vient contredire la disposition constitutionnelle ou les dispositions constitutionnelles. Donc c'est une loi anticonstitutionnelle ou inconstitutionnelle sur ce point-là. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire quoi, maître? Il faut bien préciser parce que non, ça dit quoi? Autrefois, ça chauffait un peu les esprits. Oui. Ça dit que, d'après un auteur allemand... Parce que si réellement cette loi est antique et n'est pas conforme à la Constitution, et pourquoi sa raison d'être? C'est-à-dire quoi? Le droit est un tout. Est un tout constitué de plusieurs normes, n'est-ce pas? Mais ces normes, pour ces normes, il y a des conditions de validité internes, n'est-ce pas, au système. Alors, comment est-ce qu'une norme sera valide? C'est lorsque elle est conforme à une norme supérieure. Je vous ai dit que la Constitution, c'est la norme supérieure. Donc, c'est ainsi que vous voyez que parfois, pour
avant de, n'est-ce pas, de promulguer une loi dite organique, il y a un contrôle a priori de constitutionnalité. Donc, on va examiner... C'est ce qui n'était pas le cas avec... non, ça, ce n'est pas une loi organique. On doit examiner sa conformité à la Constitution. Si elle n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, on ne la promulgue pas. Mais si la loi est déjà promulguée, il y a ce qu'on appelle le contrôle a posteriori de constitutionnalité. Il est limité dans un certain délai. Dépasser ce délai-là, la loi va rester. Mais elle sera contraire à la Constitution. N'est-ce pas? On ne saura plus l'attaquer, mais quand même, elle sera contraire à la Constitution. Alors, qu'est-ce qui est prévu à ce moment-là? C'est que lorsque vous êtes dans une affaire judiciaire et qu'on veut invoquer cette loi contre vous, vous avez le droit de soulever ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Alors, cette exception d'inconstitutionnalité, c'est la Cour constitutionnelle qui doit en connaître. Et si elle dit que la loi est inconstitutionnelle, on ne va pas l'appliquer au cas qui vous concerne. Alors, donc, ici, déjà, la disposition de l'article 7 est inconstitutionnelle. Je prends l'article 8, qui a deux alinéas. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élu sont soumises au vote à la majorité de 2/3 des membres de 2 chambres du Parlement réunis en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Ici, il s'agit des infractions qui sont prévues par l'article 167 de la Constitution. Là, déjà, l'article 167 a dit que les poursuites étaient suspendues et pouvaient être reprises. D'ailleurs, en France, après l'expiration de dans son la mandat. Constitution française, il est dit que les poursuites seront reprises ou introduites. Donc, comme pour dire que, bon, s'il y a déjà une action introduite, l'action sera suspendue, l'instance sera suspendue. C'est ainsi que c'est ça le sens du terme reprise. Reprise ou bien introduite si elle n'a jamais été introduite. Ça, c'est les vœux du constituant. Et lorsque vous prenez la loi organique qui vient en ordre d'importance, n'est-ce pas, après la Constitution, l'article 108 de la loi organique de la Cour constitutionnelle dit que c'est la juridiction du droit commun qui sera compétente. Déjà, vous comprenez que les immunités ont un peu un sens fonctionnel. Elles sont attachées aux fonctions. Lorsqu'on parle des immunités, les immunités ne protègent pas la personne. Sinon, ce seraient des privilèges qui iraient à l'encontre, n'est-ce pas, du principe de l'égalité de tous devant la loi. Et ce principe, c'est un principe constitutionnel. Pas seulement ça, mais il y a aussi le principe, l'objectif d'ordre constitutionnel qui est la lutte, n'est-ce pas, contre l'impunité chez nous. Donc il faut que les immunités, lorsqu'elles sont organisées par la loi, le législateur puisse, n'est-ce pas, justifier pourquoi ces immunités qu'il accorde. Et ces immunités sont fonctionnelles, ne protègent que la fonction et non la personne. Mais lorsque vous avez déjà des immunités qui veulent protéger la personne, au-delà déjà de l'exercice de ses fonctions, là, il y a un problème. C'est le cas de l'article. Il y a violation de l'article 167. C'est le cas de l'article 8 au premier alinéa. Mais le deuxième alinéa est encore beaucoup plus grave. C'est celui qui dit que... aucun fait ne peut être retenu. Nouveau. Aucun fait nouveau. Aucun fait nouveau, voilà. Donc, ça dit que l'ancien président de la République qui commettrait un autre fait nouveau, on ne peut plus le poursuivre. Ça, c'est pour les infractions qu'il commettrait, qui n'auraient pas un lien avec ses fonctions. D'ailleurs, ça ne peut pas avoir un lien avec ses fonctions parce qu'il n'est plus en fonction du président de la République. Donc, c'est pourquoi on dit... aucun fait nouveau ne peut être retenu. Ça, c'est l'impunité. C'est la plume vraiment... Ça, c'est protéger l'individu qui est la fonction. Ça, c'est protéger l'individu.
Il n'y a rien de fonction ici parce qu'il n'est plus en fonction comme ancien. En tant que sénateur à vie, il n'a pas besoin d'autre protection que celle des sénateurs. Et celle des sénateurs. Parce que bon, vous voyez que il y avait aussi là, le débat, c'est là. On poursuit qui? L'ancien président de la République? Je vous avais répondu. Je vous avais dit qu'on ne poursuit ni l'ancien président de la République, ni le sénateur à vie. On poursuit la personne de Joseph Kabila. Il n'a pas commis l'infraction en qualité d'ancien président de la République, ni de sénateur à vie, mais il l'a commise en tant que tel, si réellement il l'a commise. Avec une telle loi, vous pensez qu'il sera poursuivi? Cette loi, déjà, je vous dis que ça, c'est inconstitutionnel. C'est inconstitutionnel parce qu'il y a l'égalité de tous devant la loi. Il y a la lutte contre l'impunité. L'impunité, ok. La lutte contre l'impunité, ok. Et maintenant, vous pouvez aller à l'article 9. En matière des crimes contre la paix et la sécurité de l'unité, de l'humanité, commis par tout ancien président de la République élu, les juridictions nationales ont priorité sur toute juridiction internationale ou étrangère. Est-ce que vous voyez que tous ceux qui ont discuté de la question des immunités de Joseph Kabila n'abordent pas cette question de l'article 9. Tous ceux qui disent qu'il fallait que ce soit le Congrès parce que c'est un ancien président de la République, ne voient pas quelles sont les infractions qui lui sont reprochées. Les infractions qui lui sont reprochées sont celles prévues à l'article 9. Crime contre la paix. Et si vous voyez l'article 9 ici, il n'y a aucune immunité. Oui. Aucune. Pourquoi ça? Parce que si vous lisez, ces crimes ici sont des crimes qui sont de la compétence de la CPI. Voilà. Si vous lisez le statut de Rome, l'article 27 de ces statuts, il dit que il prescrit le principe du défaut de pertinence de la qualité officielle. Aucune qualité officielle, même celle du président de la République, ne peut faire obstacle aux poursuites, n'est-ce pas, en raison de ces crimes ici. Mais l'article 9 contredit également même dans notre loi. Je crois que c'est l'article 22 quater de notre code pénal qui dit exactement qu'en matière de ces crimes-là, il n'y a aucune immunité. Aucune immunité. C'est pour cela que pour se conformer à ce qui était prévu par l'article 27, ils ont préféré qu'au lieu que la CPI intervienne, que ce soit les juridictions nationales. Mais quand les juridictions nationales ici, interviennent, il n'y a pas une question d'immunité. Mais maître, s'il vous plaît, les juridictions nationales ont priorité sur... Est-ce qu'on n'a pas exclu quand même On n'a pas exclu. Oui, mais on donne l'avantage... Même lorsque vous lisez les statuts de Rome, il y a le principe de subsidiarité. La compétence de la CPI n'est que subsidiaire à la compétence des juridictions nationales. C'est-à-dire que les juridictions nationales sont toujours préférées. Ici, ils n'ont rien dit, que ce qui est dit déjà dans les statuts de Rome. Donc, on peut les poursuivre devant nos juridictions. Et c'est pourquoi moi j'ai dit que l'auditeur général n'était même pas obligé de demander l'autorisation qu'il a demandé là. Donc tous ces débats, c'est un débat vide de sens. Ok. On a compris, il nous reste pratiquement 4 minutes, maître. De manière ramassée, en 2 minutes, sur le premier dossier, on retient quoi de Moutamba? Et puis en 2 minutes, on retient quoi sur l'affaire, la levée des immunités des anciens présidents? On retient quoi de Moutamba? C'est que Moutamba est en train d'être poursuivi. Oui. Il est ministre de la Justice. Je crois que ce n'est pas la fin du monde qu'un ministre de la Justice soit poursuivi, même s'il est victime un bon ministre. Je crois que nous disons que la charité bien ordonnée commence par soi-même. S'il y a acharnement, ça intervient dans des relations humaines.
Mais je crois que bon, la justice, comme on dit, la justice c'est Dieu, il y en a. il y en a toujours. C'est lui qui se sera acharné. Bien sûr, Moutamba peut être condamné. On est tous humains, on n'est pas immunisé contre, n'est-ce pas, la commission des infractions. On peut commettre une infraction, nous sommes humains, ça c'est lié à notre nature. Mais bon, on ne peut pas s'acharner sur une personne seulement pour des raisons politiques. Mais déjà, c'est une bonne chose qu'il y ait quand même des poursuites comme ça. Alors, quand ce sera le cas d'une autre personne, vous voyez, l'opinion publique, nous, il y a un professeur qui nous disait, le plus difficile pour un juge, c'est, après avoir jugé, de se juger soi-même. Ok. Et aussi, vous savez pourquoi il y a la publicité des audiences? C'est parce que la justice étant dite au nom du peuple, okay, le peuple doit juger comment cette justice est rendue. Donc, je crois que ce sera une bonne chose. L'opinion va juger les uns et les autres et je crois que chacun aura sa rétribution. Et pour ce qui concerne le deuxième dossier, oui, je dis, bon, vous savez, nous avions parlé il n'y a pas longtemps un peu de ce qui faisait que notre cœur soit un peu lourd, un peu les interventions. Vous savez, lorsque vous lisez cette loi, n'est-ce pas, des anciens présidents, l'ancien président, c'est une personne qui est appelée à être, qu'est-ce que je dirais, à garder un peu une discrétion, bon, qu'est-ce que je dis, au devoir des réserves, au devoir des réserves. Et cela durant toute sa vie. Mais je crois que vous avez suivi le discours de Joseph Kabila. Il a dit qu'il a été obligé de briser ce devoir des réserves. C'est-à-dire de violer la loi. De violer la loi qui est censée le protéger. Pourquoi? Déjà avant ça, il a dit que les revendications du M23 sont légitimes. Et puis, lorsqu'il est intervenu lors de son discours, il a parlé de la maltraitance des swahiliphones. Et puis, je crois les prêtres catholiques ont dit la même chose. Alors que les swahiliphones sont en train d'être maltraités de l'autre côté, là où ils se trouvent. On n'en parle pas, mais on dit qu'à Kinshasa, on est en train de maltraiter les swahiliphones. Moi, je n'ai pas vu ça. Je crois que il faut que la justice fasse son travail. Dans ce pays, lorsque la justice veut se saisir d'un cas, bon, c'est tout le monde qui va se tenir debout. Mais quelle sorte d'État allons-nous constituer si pour chaque cas dont la justice est saisie, il faut que les gens de telles tribus s'élèvent pour dire nous de telles. Voilà, nous sommes en train de voir que notre fils est en train d'être maltraité. En ce moment, on n'aura pas un État. Il y a un professeur qui nous disait, un Américain est avant tout citoyen des États-Unis, avant d'être de l'État d'Atlanta, de l'État tel. C'est ça la conscience nationale. Lorsqu'on vous poursuit, c'est la loi nationale, ce n'est pas une loi tribale, ce n'est pas la loi de tel ou de tel. Encore que les magistrats qui sont là ne sont pas d'une seule tribu. Lorsque vous allez au parquet général, près la cour de cassation, au parquet général, près la cour d'appel, les cours d'appel, ainsi de suite, vous ne trouvez pas les magistrats d'une seule et même tendance. Mais parfois, nous sommes en train... Vous savez, il y a un professeur qui nous disait... pour chuter, un professeur qui nous disait, notre État a été constitué par voie de scission et par voie d'adjonction des territoires. Par voie de scission et d'adjonction des territoires. Nous sommes appelés, nous avions des grands ensembles, des empires, des royaumes. Mais on a scindé ces ensembles-là. Certaines parties se sont retrouvées chez nous et d'autres parties se sont retrouvées dans d'autres pays. Et nous sommes appelés à vivre ensemble. Et il disait, si il y a que l'une des deux choses, soit ça s'intègre,
ces différentes communautés s'intègrent ou bien elles se désintègrent. Nous avons intérêt à faire quoi? Merci. À la désintégration, n'oublions pas que l'extérieur est en train de miser sur la désintégration. Merci. Donc, ça ne sera bénéfique pour personne, pour aucune tribu d'entre nous. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup, Maître Godefroid Ilunga, pour avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Assisté par quelques stagiaires, je salue ici la présence de Kennedy Bélange et ainsi que Lydia, c'est ça le nom? Lisa, merci. Alors, que je salue aussi. Également, prochainement, Maître, vous serez en face de nos brillants stagiaires. Alors, merci beaucoup à Kim Mbombo, merci à Grace et à toute son équipe. De l'autre côté, je vous retrouve d'ici là, portez-vous bien, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.